Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Xavier Domergue. Bonjour, vous êtes journaliste sportif, aussi. Vous avez longtemps joué au foot, commentateur des matchs sur M6. Et on va évidemment vous retrouver à partir de ce soir. À partir de ce soir, puisque du 14 juin au 14 juillet, c'est l'Euro. Effectivement. L'Euro de foot, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Non, je suis ravi d'être avec vous. Ce soir, c'est TF1 pour le match de lancement. C'est l'Allemagne contre l'Écosse. Exactement. Et demain, ça sera à votre tour avec... Italie-Albanie. Ah, c'est bien, vous connaissez vos matchs. Avec l'entrée en lice du champion d'Europe en titre. Donc ils le sont encore, champions d'Europe. Donc voilà. Ils vont gagner contre l'Albanie ou l'Euro? Ou l'Euro, oui. Allez, on commence tout de suite les pronostics. L'Euro, ça paraît compliqué, très sincèrement, mais ça l'était aussi il y a 3 ans, lors de l'Euro 2020 décalé en 2021. Personne ne pensait que l'Italie serait sacrée championne d'Europe. Il y a des vrais enjeux dans cet Euro? Oui, il y a des vrais enjeux. Toujours, il y a toujours des enjeux, mais déjà, c'est une question de passion. C'est-à-dire que moi, je suis guidé par ça. J'ai de la chance de vivre de ma passion, de faire ce que j'aime. Et quand on aborde une compétition comme ça, on est très excité, quasiment au même titre que les joueurs. On a hâte que ça débute. On a hâte, bien sûr, de pousser derrière les Bleus, mais pas que. C'est-à-dire que on est passionné de football avant tout. On aime les émotions et on va essayer de les véhiculer du mieux possible et de profiter de ce grand moment parce que c'est un grand moment et on a la chance de pouvoir le vivre. Et alors, donc M6, juste dire que M6 va diffuser 13 des 25 meilleures affiches de la compétition, dont la finale. Et vous allez diffuser France-Pays-Bas. Exactement. Autres. Voilà, ça fait partie des deals qui ont été faits. 13 matchs sur 25, effectivement. Nos amis de TF1 en ont un de moins. On a encore une fois gagné la finale. C'est le troisième fois consécutivement. Tirage au sort, 3e fois. Euro 2016, on avait eu la chance d'avoir la finale. La défaite malheureusement des Bleus, mais il y avait l'équipe de France en finale. La finale de l'Euro 2020 qui s'est jouée en 2021, Italie-Angleterre, qui était une belle finale malgré l'absence des Bleus. Et puis là, une nouvelle fois, on a la chance de l'avoir avec de très belles affiches. On commence par Italie et Albanie, on vient de l'évoquer. On aura un Espagne-Italie très intéressant, l'un des gros chocs de cette phase de groupe. Et puis le Pays-Bas-France, bien sûr, en point d'orgue de cette phase de poule. Est-ce que c'est une compétition que les Français aiment ou est-ce que c'est plutôt la Coupe du Monde? Qu'est-ce qui est très regardé par les Français? Ça dépend. Le Français classique, j'allais dire, préfère peut-être la Coupe du Monde. Après, le Français amoureux de football et passionné a peut-être une petite préférence pour l'Euro parce que le plateau est un petit peu plus resserré et certains disent qu'en termes de qualité de jeu et de niveau, c'est plus agréable et plus sympa à suivre et c'est souvent le cas. Vous allez commenter avec Christophe Dugarry. Est-ce qu'il y a une concurrence entre vous et Margoton et les équipes de TF1 parce que vous avez dit nos amis, vous êtes vraiment amis? Oui, on s'entend très bien. Oui, mais c'est comparé quand vous regardez les réseaux sociaux, c'est ce qui a changé. C'est sur les réseaux sociaux, c'est terrible des fois ce que prennent les commentateurs, que ce soit d'une chaîne ou d'une autre. Oui, alors je regarde parce que tout le monde se rêve d'être commentateur. Oui, je regarde un petit peu ce qui se passe. Je suis assez actif, que ce soit sur Twitter, enfin le réseau X ou le réseau en règle générale. Après, Grégoire est quelqu'un que je respecte beaucoup, on s'entend bien. Meilleur que vous. Bichente, peut-être. Il a plus d'expérience en tout cas que moi, mais non, moi je suis très heureux en fait aujourd'hui d'avoir la chance d'être dans ce cercle fermé en fait. Il y a peu d'élus pour commenter les matchs de foot. Jamais j'aurais pu imaginer ça un jour dans ma vie. Le football, c'est ce que vous aviez envie de faire aussi. Votre papa était un grand non, mais le football, c'est ma passion. C'est votre passion. Donc vous avez décidé à un moment de faire une école de journalisme pour faire ça. Oui, pour faire ça, parce que c'était un objectif aussi. Le football, ça a toujours fait partie de ma vie. Mon papa, bien sûr, bien encore avant. Mais cette passion qui me guide, en fait. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance. Je suis très privilégié de pouvoir vivre ce genre de moment-là. J'ai été chez beIN Sport pendant 8 ans. J'ai participé modestement à la création de cette chaîne aux côtés de Charles Bietri, que j'embrasse d'ailleurs parce que j'ai beaucoup de pensées pour lui, qui vit une période compliquée, très difficile. Et on soutient les Invincibles. Si vous voulez faire des dons, allez voir le compte X de Charles Bietri qui a posté une photo hier pour venir en aide à la maladie de Charcot dont il est atteint. Donc on en profite pour en parler. C'est une personne formidable et qui compte énormément pour moi parce que c'est une personne qui a changé ma vie, qui m'a appelé quand j'étais en train de vivre une Coupe d'Afrique à l'autre bout du monde en 2012 et en me disant est-ce que tu veux faire partie de cette aventure qui est en train de se profiler. Donc voilà, c'est quelqu'un que je n'oublierai jamais. Et c'est vrai qu'ensuite j'ai eu la chance d'intégrer un petit peu ce
ce monde-là et d'être choisi par M6 il y a 4 ans maintenant pour commenter ces grands événements. Ça s'apprend à être commentateur ? Je sais pas si ça s'apprend. Oui, ça s'apprend petit à petit. En tout cas, on essaie d'emmagasiner de l'expérience au fil du temps. On est beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille dans la manière d'aborder l'événement. J'ai eu la chance là, ça va être ma 4e phase finale d'Euro, la 2e pour une chaîne aussi grande que le représente M6. Donc, c'est une pression, mais une pression que j'ai pour chaque match. Donc, c'est pas une pression qui est supérieure. Oui. Comment vous vous préparez ? Question un peu banale, mais les joueurs de l'équipe d'Albanie, vous les connaissez ? Au même titre, oui, je les connais. J'en connais pas mal parce que je m'intéresse au foot en règle générale. Donc, j'ai la chance de suivre tout ça. Vous connaissez tous les joueurs de toutes les équipes ? J'essaye ou je me renseigne pas mal. Le travail de préparation est quelque chose de très excitant dans notre métier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le moment où on est à l'antenne, où là, effectivement, c'est un moment important pour la chaîne. Il y a beaucoup d'enjeux. Mais en amont, c'est tout ce qui est préparation, recherche des informations sur le parcours des joueurs, sur le parcours des sélections, l'historique de la sélection en Coupe d'Europe, ou en Euro, ou en Coupe du Monde. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je prends souvent beaucoup de temps, entre 6 à 8 heures par match pour préparer. Ah oui, quand même. Et oui, parce que je pense que c'est quelque chose de très important. Ensuite, d'apporter des informations supplémentaires, pas seulement de dire machin passe. En fait, ça dépend des matchs. Il y a des matchs où il y a tellement de rythme en fait qu'on a très peu le temps de donner des informations. Mais ces informations et ces 6 heures qu'on a passées à préparer notre match, elles ne sont pas perdues parce qu'elles vont nous servir à terme et à l'avenir pour d'autres rencontres. Donc après, on préfère avoir des matchs rythmés, intenses, où on a peu le temps de donner des petites informations qu'on est allé chercher. Et justement, d'ailleurs, on en parlait hors antenne, sur M6+, Valérie, vous aurez également les matchs diffusés, mais avec des statistiques, avec un tas d'informations. Ça s'appelle comment ? Je ne sais plus, X-Fan, quelque chose comme ça. Ouais, moi je trouve ça génial. Je trouve que c'est une super initiative. Fan XP, effectivement, avec le lancement de la nouvelle plateforme, M6+, il y a quelques jours. Et je trouve que c'est une très belle initiative. J'avais vécu un petit peu ça chez beIN Sport pendant quelques années. On avait lancé ça sur une grosse compétition. Il me semble que c'était la Coupe du Monde 2018, où on avait permis effectivement aux amoureux de football, aux téléspectateurs, de pouvoir suivre le match sans commentaire et avec l'ambiance générale du stade, et avec la possibilité de voir toutes les stats, les compos, les stats en direct, et de pouvoir interagir même à travers des messages qui étaient relayés. Donc je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. C'est bien de proposer une autre alternative aux gens qui nous regardent. Valérie parlait de préparation. Est-ce que vous êtes préparé à manger de la saucisse, de la flamencuche et de la bière ? J'adore ça. Je suis toujours prêt pour manger ça. Non, j'adore ça. Je suis très saucisse de Francfort, vous voyez. Donc non, mais est-ce que évidemment c'est une boutade. Mais est-ce que lorsqu'on est en Allemagne et commentateur avec l'équipe de M6 qui est sur place, on fait quand même la fiesta, on profite de la ville ou ça pas ? Dépend des moments. C'est-à-dire que parce que vous avez du temps, vous, entre les matchs, entre TF1 et... Pas tant que ça, parce que alors sur le premier match, oui, parce que Italie-Albanie intervient au lendemain de l'ouverture, et ensuite on n'a pas de match jusqu'au 20, sauf qu'on y retourne le 19, et là à compter du 20, on a match le 20, le 21, le 22, le 23 et le 24. Donc on a 5 matchs en 5 jours. Donc je vous laisse imaginer le peu de temps qu'on aura à partager les villes où on va se déplacer. Et l'indemnité repas d'M6, c'est de combien ? Elle est plutôt intéressante, mais on parle pas de chiffres. Elle est plus de 50 €. Elle est quoi l'indemnité repas ? Par repas ? Oui, non, beaucoup moins. Ah oui, non, de moitié. Ah, vous avez 25 € pour... moins, après, c'est de votre poche. Après, c'est comme ça. Ça, c'est de la quid du cas Mbappé ? La gestion du cas Mbappé, Et puis, elle a été difficile tout au long de la saison avec le Paris Saint-Germain. Là, je vois un Kylian Mbappé détendu, le visage beaucoup plus serein. Après, la gestion physique, c'est pas facile. C'est un joueur qui a besoin d'enchaîner, qui cette saison a beaucoup moins enchaîné les matchs, qui du coup a moins de rythme. Et comme par hasard, il y a des petits pépins. Le dos, le genou, c'est pas très grave. Alors on va rassurer aussi un petit peu tout le monde. C'est pas très grave au niveau du genou. C'est une simple contusion. Il a joué quelques minutes, mais c'est une vraie question, parce que Mbappé, c'est le leader de cette équipe de France, le leader technique, c'est le buteur, c'est le joueur qui peut faire la différence à tout moment. Donc de le voir comme ça, je peux comprendre certains Français qui sont un peu inquiets, mais moi je le suis pas, parce que c'est un immense compétiteur, et la petite préparation qu'il est en train de faire va être bénéfique, j'espère. Qui va être le futur Mbappé ? Le futur Mbappé, c'est difficile. Là, il va y avoir de grands joueurs.
Je pense qu'on est en train de découvrir un peu les Allemands qui organisent la compétition. Moi, j'ai un petit faible pour Florian Wirtz, qui est un joueur fantastique, qui a marqué un but magnifique contre les Bleus, mais pas seulement. C'est un joueur qui est extraordinaire. Il y a Jamal Musiala aussi, qui fait partie de cette sélection allemande. Il y a beaucoup de joueurs de très haut niveau qui sont plus jeunes que Kylian Mbappé, qui aujourd'hui a 25 ans. Dimanche, face au Canada, on n'a pas brillé, c'est inquiétant? Non, on n'a pas brillé, mais faut toujours prendre de la distance un peu et de la hauteur par rapport à ces matchs de préparation. Sur des matchs amicaux où on n'a pas forcément peut-être envie de et Didier Deschamps le dit, donner. On s'en moque en fait d'être champion des matchs amicaux. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'être prêt dès l'entame de cet Euro 2024. Et je pense que les Bleus le seront, mais au même titre que d'autres nations qui ont beaucoup de talent aussi, comme les Anglais, comme les Portugais. Il ne faut pas oublier les Espagnols et les Allemands à domicile qu'on avait un peu enterrés ces derniers temps, mais comme par hasard, il y a eu une victoire contre les Bleus et là on est en train de nouveau de les prendre avec un peu plus de respect. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce qui s'est passé dimanche dernier, c'est-à-dire la décision de TF1 de diffuser en différé le match et de ne pas le prendre en cours? Je sais qu'il y a pas mal d'amateurs ici qui nous ont dit moi je l'écoutais à la radio. Ça a été terrible. Un déferlement sur les réseaux sociaux, j'ai vu. Oui, alors après c'est difficile, difficile à dire quand on n'est pas dedans, on prend pas de décision, on subit malheureusement un peu ce qui se passe et quand on est devant notre télévision et qu'on voit que le match ne commence pas et que on a un quart d'heure de différé avec ce match-là alors qu'il y avait 0-0 et qu'il se passait pas grand-chose, peut-être que TF1 aurait pu prendre une autre décision, mais c'est facile quand on n'y est pas confronté. Parce que je pense qu'ils ont été pris de court. Ça s'est vraiment tout s'est fait au dernier moment. Après, il y avait simplement une chose qu'on s'est dit, c'est que TF1 a la chance d'avoir quand même pas mal de chaînes, dont une chaîne d'information qui LCI qu'on connaît bien, et je pense qu'ils auraient peut-être pu profiter justement de ce moment-là pour envoyer tout le monde sur LCI, qui est la chaîne thématique adéquate pour ça. Donc voilà, ou de mais après, prendre le match en cours de route. Oui, mais c'est vrai que c'est toujours facile à dire. C'est une décision très difficile. Surtout, on en avait parlé lundi. L'audience a été au rendez-vous, puisque ça a été plus de 4,5 millions face à l'émission politique de France 2 qui a fait moitié moins. Donc le choix de l'audience aurait fait que. Qu'est-ce que vous pensez de l'équipe de Hongrie? Pourquoi cette question? J'aime bien l'équipe de Hongrie. Je trouve que l'équipe de Hongrie, je trouve que l'équipe de Hongrie avait posé pas mal de problèmes. Souvenez-vous, il y a 3 ans au Bleu, ça n'avait pas été évident du tout du côté de la Puskás Arena. Non, mais je vous pose la question parce qu'une intelligence artificielle a décrété que ce serait le vainqueur de l'Euro. Ouais. Donc c'est pour ça que je vous pose la question, je ne connais pas plus que ça. Ça me surprendrait, il y a des joueurs de talent, je pense à Szoboszlai qui joue à Liverpool, qui est un joueur de grande qualité. Mais c'est marrant qu'après le poulpe, maintenant on passe à l'intelligence artificielle. La Hongrie, je serais très surpris, mais après dans l'histoire de l'Euro, on a eu des surprises. On se souvient de la Grèce notamment en 2004, on a eu de belles surprises, donc pourquoi pas. Xavier Domergue, vous avez regardé au micro sur Canal+. Oui. Et qu'est-ce que vous avez pensé de cette compétition? J'ai beaucoup aimé l'idée. Et vous avez votre chouchou chouchou a gagné ou pas? Alors, sur les deux finalistes, j'avais un petit faible pour l'autre. Voilà, pour ne rien vous cacher. Faut le prendre à M6. Pourquoi pas, je vais en parler. Mais non, je trouve que le programme l'idée est super. Moi, j'ai beaucoup aimé tout ça. Après, Laure, David Ginola, je trouve que ça marchait bien et il y a du monde et d'offrir l'opportunité à quelqu'un de passionné comme ça, sans études particulières, de pouvoir avoir un contrat avec Canal qui représente quand même quelque chose dans le paysage audiovisuel et sportif. Je trouve que l'histoire, c'est un conte de fées, quoi. Et ce que va vivre ce garçon, c'est incroyable et c'est génial d'avoir la possibilité de commenter un match de Ligue des Champions. Alors qu'il partait de très très loin au départ, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et puis dites, si vous filmez la maman d'Mbappé, vous trompez pas, ne vous trompez pas dans le public, faites attention. Parce que vous faites référence à Jonathan Klaus. De TF1. Voilà. Quand il n'y a pas l'Euro, vous faites quoi? Quand il n'y a pas l'Euro, là? Ouais. Non, j'aurais bien pris quelques vacances. Puisque l'été dernier a été un petit peu chargé. On a fait l'Euro Espoir, on a enchaîné avec la Coupe du Monde féminine, donc les vacances ont été très courtes. L'été dernier, donc là j'ai hâte de ces vacances au mois de juillet, mais j'ai surtout hâte de partir en Allemagne et de vivre ce grand moment. Cet Euro, donc cet Euro qui démarre ce soir, 14 juin, 14 juillet, et M6 diffusera 13 des 25 meilleurs matchs. Didier Deschamps, lui, est en quête de son 3e trophée. On va espérer, parce qu'on aime bien quand même notre équipe de France, qu'on sera au rendez-vous. Il sait comment faire gagner cette équipe, Didier Deschamps. C'est un maître en la matière, donc
Donc on est tous derrière les Bleus et c'est vrai que sur les 13 matchs, on a la chance d'avoir de belles affiches. On a l'Italie, l'Espagne-Italie, on aura la Belgique, on a l'Angleterre, on a le Portugal, on aura 2 huitièmes de finale, 2 quarts, 1 demi, la finale. Bon, ça fait beaucoup comme ça, mais on a hâte de débuter, de lancer cette grande compétition. Justement, merci. Après la pub, on va parler Italie et vin et plats italiens. Oui, avec notre invitée qui est la rédactrice en chef de Cuisine et Vins de France. À tout de suite.